La saison 6 de Fauteuil Radio est propulsée par le cabinet Laverie de Billy. Avec une équipe intégrée de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, Laverie est un cabinet d'envergure reconnu pour offrir des solutions juridiques personnalisées et innovantes, adaptées à la réalité de leurs clients. Merci à Laverie d'encourager les initiatives et les voix étudiantes de Fauteuil. Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Fauteuil Radio. Alors aujourd'hui, moi et Angélique, on a le plaisir de recevoir des membres de l'Association du droit de la santé de l'Université d'Ottawa. Bienvenue les filles. Donc avant de commencer, pourriez-vous vous présenter, nous dire votre rôle dans l'association ainsi que la mission de votre association? Oui, donc bonjour Laurence, mon nom c'est Justine, je suis en 3e année à la licence en droit civil et actuellement présidente de l'Association du droit de la santé, donc de l'ADS. Puis oui, donc aujourd'hui, on a la chance au podcast d'aujourd'hui d'accueillir la professeure Audrey Ferron-Parère et nous allons lui poser différentes questions pour aider les étudiants à mieux comprendre c'est quoi exactement le droit de la santé et pourquoi c'est un domaine important. Donc, je peux peut-être commencer à parler de la mission de l'ADS puis par la suite donner la parole à mes collègues pour qu'ils puissent se présenter. Donc, l'Association du droit de la santé, qui est mieux connue sous l'abréviation ADS, c'est une association sans but lucratif rattachée à l'Université d'Ottawa qui a pour mission de promouvoir le droit de la santé et d'accroître la visibilité de ce domaine passionnant auprès des étudiants en droit civil. Puis, pour réaliser cette mission-là, l'ADS organise tout au long de l'année différents événements, notamment des conférences, en invitant des intervenants issus de ce domaine, issus du domaine du droit de la santé, ainsi que d'autres domaines connexes. Puis, ces activités-là offrent aux étudiants de belles occasions d'échanger avec des avocats dans le domaine de la santé, mais aussi avec des professionnels et des intervenants ayant une expérience pertinente dans le secteur de la santé, même s'ils ne pratiquent pas nécessairement le droit. Donc, c'est pas mal ça pour notre mission. Sinon, je peux peut-être passer la parole aux autres membres de mon association. Donc, bonjour, moi c'est Nadine, je suis en 2e année et j'occupe le poste de VP événements cette année. Bonjour, moi c'est Florence Ménard, je suis en 2e année et j'occupe le poste de vice-présidente aux affaires internes. Parfait, merci beaucoup. Donc, on peut peut-être enchaîner, commencer... en fait, je vais vous laisser vous présenter d'abord Maître Ferron-Parère. Donc, la première question que j'aurais pour vous, c'est peut-être me parler de votre parcours académique et parcours professionnel, s'il vous plaît. Oui, alors d'abord, merci pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous cet après-midi. Par où commencer? Je m'appelle Audrey Ferron-Parère. Je suis professeure à la section de droit civil depuis 2016. Et avant ça, donc, parcours professionnel, j'ai fait mon bac en droit à l'Université Laval, un peu par... parce que je savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie, en fait. Et on m'avait dit que c'était un bon point de départ. Le droit était un bon point de départ. Donc, je suis partie de là. Puis finalement, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé mes études en droit. Donc, j'ai continué. J'ai fait la course au stage. J'ai eu un stage et j'ai pratiqué chez Quin-Lamar à Québec. Je salue mes anciens collègues. Et puis, j'ai beaucoup aimé la pratique. Après mon stage, j'ai été gardée, mais j'ai été gardée en droit des transports. Qui était très loin. Mon intérêt principal était pour le droit de la santé. Puis finalement, j'ai beaucoup aimé ça, le droit des transports, mais ce que j'ai réalisé avec la pratique, c'est que ce qui me plaisait dans le droit, c'était de réfléchir aux questions sociales qu'il y a en arrière du droit. Puis quand tu es en pratique privée, puis je pense pas que c'est le cas dans toutes les types de pratiques et tout ça, fait que je veux pas généraliser, je parle vraiment de mon expérience, mais il y a quelque chose d'assez répétitif et de redondant, et on finit par appliquer, tu sais, toujours un peu la même chose. Fait qu'au bout d'1 an, dans toute ma naïveté, j'étais comme, j'ai fait le tour du jardin, merci beaucoup. Et donc, j'ai voulu retourner vers plus du droit de la santé. Et il y avait une avocate à l'époque qui m'avait suggéré de faire une maîtrise si j'avais envie de faire du droit de la santé. Mais son conseil super intéressant avait été de dire, fais pas une maîtrise en droit de la santé. Tout
toutes les personnes qui veulent faire du droit de la santé font une maîtrise en droit de la santé. Si tu veux être original, sortir du lot, va faire une maîtrise en autre chose. Fait que j'avais regardé vite, puis j'avais comme 2 options. Parce qu'il fallait aussi que j'aille les prérequis, tu sais, pour faire une maîtrise. C'est vrai. On peut pas nécessairement faire n'importe quoi. Fait que j'avais des je fitais dans les critères de la maîtrise en administration publique, mais qui m'intéressait moyen, et aussi en santé publique. Puis ça, je trouvais ça super intéressant parce qu'il y avait des aspects vraiment différents de la pratique du droit. C'était biostatistique, épidémiologie, déterminants sociaux de la santé, analyse quantitative, qualitative, donc comment faire de la recherche. J'ai fait « Ah, tiens, oui, ça pourrait être intéressant ». Et finalement, j'ai adoré la maîtrise, mais j'ai surtout adoré faire de la recherche, ce que je pensais pas qui allait arriver, parce qu'au bac, je vous avoue que moi, les travaux de recherche, c'était vraiment pas ma tasse de thé. Mais finalement, cette recherche-là, j'ai vraiment aimé ça. Puis après la maîtrise, j'ai décidé de poursuivre. Et là, j'ai poursuivi, mais je suis revenue en droit. J'ai fait mon doctorat en droit sur le consentement aux soins, qui était un sujet que j'avais touché dans ma maîtrise. J'avais fait mon sujet de mémoire, c'était la prise de décision partagée et le conflit décisionnel chez les patients. Donc, les patients qui consentent à un soin, mais qui sont comme pas certains si vraiment ils veulent ou pas. Fait que je voyais plein de liens avec le consentement aux soins. Fait que j'ai poursuivi au doctorat spécifiquement sur le consentement aux soins. Puis ça s'est même finalement transformé en super spécifique sur le consentement éclairé aux soins. Même les autres critères, je les ai pas touchés. C'est super intéressant, mais c'est ça votre intérêt, en fait, pour le droit de la santé, s'est manifesté vraiment plus tard au cours de vos études, puis pas initialement avant d'entreprendre la licence en droit, c'est ça? Oui, pas avant d'entreprendre, non, vraiment pas. Par contre, je dois dire que mon cours d'obligation de RESPO, on a eu comme sur tout le cours, peut-être un 3 heures. Je suis même pas sûre si c'était vraiment un 3 heures complet, mais on a eu une portion sur le droit médical. Puis j'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé ça. Pendant mon stage aussi, j'avais fait des autorisations de soins, des gardes en établissement, j'avais fait de la commission d'examen des troubles mentaux à l'Institut de santé mentale de Québec. Donc ça, c'était vraiment spécial parce que tu dois te déplacer sur place puis vraiment être à l'hôpital pour ces audiences-là. Puis j'avais vraiment aimé ça. Fait que oui, le droit de la santé, de façon générale, m'intéressait. Mais ce qui m'a donné la piqûre, je pense, c'était vraiment la responsabilité médicale dans le cadre du cours de RESPO. OK. C'est parfait. Donc, par ailleurs, on reçoit souvent des questions d'autres étudiants. Donc, par exemple, c'est quoi le droit de la santé? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça touche plus que juste la santé mentale? Donc, comment pourriez-vous décrire le droit de la santé à des étudiants qui n'en ont jamais ou très brièvement entendu parler? C'est une excellente question. En fait, le droit de la santé, à l'origine, le terme droit de la santé référait vraiment à la responsabilité médicale. C'est vraiment comme historiquement, c'est comme ça que ça s'est développé. Mais maintenant, en fait, c'est toute pratique du droit qui touche à la santé. Donc, oui, la santé mentale, la responsabilité médicale, tout ce qui est... ça peut même être du droit du travail, mais spécialisé dans, par exemple, les conventions collectives des professionnels de la santé, les conditions de travail des professionnels de la santé. Ça peut être, évidemment, du droit administratif, donc tout ce qui touche à la gestion interne du système, comment les contrats se font entre, par exemple, GMF et les CIUS, donc les groupes de médecine familiale et les CIUS. La loi sur la gouvernance du système de santé, anciennement la L4S, donc la loi sur les services de santé et services sociaux, est devenue maintenant la loi sur la gouvernance du système de santé et des services sociaux. C'est que des articles, finalement, qui nous disent qui prend quel genre de décision, dans quelles circonstances, sous quelles conditions, qu'est-ce qui fait que c'est valide ou pas valide. Donc, du droit administratif, c'est un gros, gros champ aussi du droit de la santé. J'en oublie probablement plein, mais je dirais aussi tout ce qui est droit social. Tu sais, l'accès au logement, c'est du droit de la santé. L'accès à l'éducation, ça peut être considéré comme du droit de la santé parce que tout ça, c'est des déterminants sociaux de la santé. Si vous avez une meilleure éducation, si vous avez des conditions de travail plus acceptables, vous allez être en meilleure santé
au final. Donc, ça peut être très vaste, le droit de la santé. OK, parfait. Merci pour votre réponse. Et aussi, on voulait vous poser dans quel type de milieu un avocat spécialisé en droit de la santé peut-il exercer? Encore une fois, j'ai plein de réponses. Rien de super précis. Mais ben, évidemment, le litige peut être un champ de pratique. Donc, se spécialiser en responsabilité médicale. Ça peut être aussi des avocats qui font de la propriété intellectuelle et qui vont se spécialiser dans tout ce qui est pharmaceutique, donc les brevets de médicaments, la propriété intellectuelle au niveau des instruments médicaux. Donc, ce champ-là peut s'appliquer aussi. De plus en plus, les CIUS, donc les centres intégrés de santé et services sociaux et les centres intégrés universitaires de santé et services sociaux et les hôpitaux universitaires comme le CHUM, CUSUM, le CHU Sainte-Justine, etc., ont leur propre contentieux aussi. Donc, il y a beaucoup de travail d'avocats qui était jadis, dans mon temps, délégués à des cabinets d'avocats qui maintenant vont être faits à l'interne. Je pense notamment à tout ce qui est autorisation de soins, garde en établissement. C'est généralement, c'est plus un bureau d'avocats qui va avoir un contrat avec l'hôpital pour faire ces demandes-là, mais ça va être géré à l'interne par le contentieux de l'hôpital. Donc, c'est quelques exemples. OK. Vous avez donné quelques morceaux de réponse, mais je veux quand même vous la demander. Mais avez-vous des conseils à donner à des étudiants qui aimeraient se spécialiser dans cette branche du droit? Bien, encore là, cette branche du droit, ça va dépendre quelle branche exactement, mais si vraiment ce qui nous intéresse, c'est d'y aller plus au niveau du litige ou moi, ce qui m'aide beaucoup dans le travail que je fais, c'est la compréhension que j'ai de la science derrière les données. Par exemple, si on travaille en litige, il faut comprendre est-ce qu'il y a eu une faute qui a été commise, est-ce qu'il y a un lien de causalité. Si on n'a aucune notion scientifique, si on ne comprend pas un minimum la science en arrière de ça, bien, c'est qu'on devient super dépendant de ce que les experts vont nous dire. Puis, dans le travail que je fais, je trouve que un des aspects fondamentaux qui m'aide beaucoup, c'est de comprendre, quand je lis une étude, puis que les chercheurs arrivent à la conclusion qu'il y a un facteur de risque, par exemple. Bien, je comprends ce que ça veut dire un facteur de risque. Si le chiffre est rapporté en termes de risque absolu versus risque relatif, je sais ce que ça veut dire. S'il y a un calcul de qui carré, je sais à quoi ça sert un qui carré, tu sais. Fait que c'est toutes des choses où ça ne fait pas de moi, évidemment, une statisticienne ou une experte dans ces sujets-là, mais au moins, j'ai les notions de base qui me permettent de les comprendre. Puis ça, bien, il y a des personnes qui vont l'avoir parce qu'ils vont avoir fait, par exemple, sciences de la nature au cégep. Et donc, ils vont avoir vu ces choses-là ou qui ont fait des maths super avancées, qui vont déjà les comprendre. Mais si on ne l'a pas, si, comme moi, on vient d'un parcours sciences humaines, pas de maths, puis quand ce domaine-là nous intéresse, ça peut être intéressant d'aller chercher une maîtrise ou du moins des cours, un DESS ou quelque chose comme ça qui va venir nous donner ces notions-là ou qui va nous permettre de mieux les comprendre. Parfait, merci beaucoup. Puis, une autre question que j'avais pour vous, c'est, à votre avis, est-ce qu'un avocat qui aimerait ça se spécialiser en droit de la santé, un étudiant qui aimerait ça plus tard se spécialiser en droit de la santé, devrait entreprendre la maîtrise, justement, en droit de la santé afin d'être un meilleur juriste plus tard? Bien, je pense que... oui, à la question de la maîtrise. Après, la sorte de maîtrise, je pense que ça va vraiment dépendre de qu'est-ce qu'on vise comme style de pratique. Je reviens à la réponse précédente. Si on n'a aucune notion scientifique, je pense que c'est pas une mauvaise idée à la maîtrise d'aller chercher des notions plus scientifiques. Par contre, moi, les maîtrises de droit de la santé, je les trouve super pour les gens qui sont des professionnels de la santé ou qui sont des gestionnaires dans nos systèmes de santé déjà et qui vont se chercher cette corde de plus là, à leur arc de dire, bien, je vais comprendre le cadre juridique, je vais comprendre les politiques publiques qui s'appliquent, comment tout ça se met en place. Mais je pense que oui, si on veut pratiquer en droit de la santé, d'aller chercher une maîtrise, peu importe laquelle, j'aurais envie de dire, mais d'aller chercher des cours supplémentaires puis une formation supplémentaire, ça peut être un atout. Oui, c'est sûr, c'est un plus, puis c'est des connaissances de plus à avoir qui peuvent nous servir tôt ou tard. Tout à fait. Puis sinon, une autre question que j'ai pour vous, c'est
est-ce qu'un avocat qui pratique en droit de la santé pourrait simultanément, premièrement, défendre les intérêts d'un patient, mais également défendre les intérêts d'un médecin, les deux en même temps, ou il serait en conflit? Ben oui, il serait en conflit d'intérêts, mais est-ce que c'est quelque chose qui se fait ou que vous connaissez des collègues ou des personnes autour de vous qui font les deux à la fois, ou généralement, c'est seulement, il peut juste défendre un intérêt, soit des patients ou soit des médecins? La réponse courte, c'est que tout ça se peut, ish. Mais déjà, pratico-pratique, si on regarde vraiment juste la responsabilité, la plupart des médecins, virtuellement tous les médecins qui sont poursuivis au Québec, du moins, là, vont être représentés par des avocats chez McCarthy Tétrault. Parce que c'est le cabinet qui a l'entente avec l'ACPM, donc l'Association canadienne de protection médicale, qui va payer pour ces frais-là et qui va faire en sorte que le médecin va être couvert et qui va être représenté. Donc, pour les médecins, ça va aller plus là. Puis, à ma connaissance, puis je peux me tromper, mais à ma connaissance, McCarthy Tétrault ne fera pas de la représentation de patients. Va vraiment représenter les médecins. Par contre, ça peut arriver qu'un cabinet, rarement le même avocat, mais que, par exemple, dans un cabinet, on représente à la fois parfois des patients puis à la fois un établissement de santé. Et évidemment, ça ne sera pas dans la même cause. Et ça sera pas ça sera généralement pas le même avocat, mais un cabinet qui, dans une cause X, représenterait le 6 du Bas-Saint-Laurent et qui, dans une autre cause, plus tard, représenterait un patient, il n'y aurait pas, a priori, de problème. Évidemment, puis là, il y a plein de bémols là-dessus. Si le cabinet a une entente de service avec le CIUS ou le CIS, bien là, évidemment, il ne peut pas prendre aussi le mandat de représenter un patient qui poursuivrait le CIS ou le CIUS. Fait que là, il faudrait voir vraiment tout ça. Mais est-ce que le fait d'être spécialisé, par exemple, en défense d'un établissement de santé nous empêcherait de, éventuellement, un jour, représenter un patient? Non. Au niveau déontologique, il n'y a pas... C'est pas parce que je me spécialise dans la représentation des établissements que je peux pas, éventuellement, pour toutes sortes de raisons, parce que je déménage, change de région, peu importe, représenter des patients. Ça serait pas un enjeu. Mais dans un même cabinet, physiquement, et à un même moment, de représenter des intérêts divergents, c'est toujours un enjeu, mais c'est un enjeu déontologique dans tous les domaines. Puis éventuellement, au barreau, quand vous allez avoir vos cours de déonto, vous allez comprendre ce que c'est qu'un mur de Chine, qui est quelque chose qu'on doit mettre en place dans un cabinet. Parfois, si on est obligé de représenter des clients qui ont des intérêts où on peut avoir un conflit d'intérêts ou des intérêts vraiment divergents. Donc, il y a des mécanismes en déonto, des avocats, des avocates qui existent, qui vont faire en sorte qu'on va à la fois, assurer une représentation, mais aussi protéger les clients contre de potentiels conflits d'intérêts. Puis ça va s'appliquer en droit de la santé, mais ça va s'appliquer dans plein d'autres domaines. Parfait, merci beaucoup. Donc, c'est sûr, c'est une bonne nouvelle pour les étudiants qui ont qui aspirent à la fois à défendre les patients et les médecins, mais il faut toujours faire attention pour ne pas se retrouver en conflit d'intérêts. C'est sûr. Respecter le code de déontologie à ce niveau-là, etc. Tout à fait. Parfait, merci. Donc, juste pour revenir à votre parcours académique, vous êtes impliqué dans la recherche, notamment le projet Justice Vogue, et vous aviez dirigé l'Observatoire pluridisciplinaire sur le devenir du droit privé. Pourriez-vous nous parler davantage de ce que ça regardait? Oui, donc le projet Justice VOG, c'est sur les violences obstétricales et gynécologiques. Et l'idée derrière le projet, c'était de... est-ce que vous voulez que j'explique les violences obstétricales et gynécologiques? Oui. Donc, ce que c'est des soins qui vont être donnés. Donc, puis par soin, ça peut être vague, large, ça peut être le geste médical comme tel, mais ça peut être une parole ou ça peut être le fait de ne pas avoir fait quelque chose, donc une omission, qui vont être faites dans le cadre de soins obstétricaux et gynécologiques ou gynéco, et qui vont être reçu ou perçu ou vécu par la patiente comme étant violent, irrespectueux, discriminatoire, et penser à tout autre synonyme. Là. Donc, c'est vraiment... en fait, l'idée du projet est vraiment venue d'expériences à la fois personnelles, mais aussi de choses qui arrivaient dans l'actualité où on se disait...
il me semble qu'il y a un enjeu là-dessus. Par exemple, en France, en 2000, je ne me souviens plus si c'était 2013, 14 dans ce coin-là, il y avait eu un gros scandale qui avait éclaté parce qu'on réalisait que les étudiants en médecine étaient encouragés à faire des touchés vaginaux sur des patientes endormies pour des chirurgies qui souvent n'avaient rien à voir avec ça, mais c'était pour pratiquer. Donc, les étudiants pratiquaient des touchés vaginaux sur des patientes endormies qui, évidemment, n'avaient pas consenti à ça. Et là, le débat, je le mets en guillemets dans ma tête, c'était un peu fou que ce soit un débat, mais c'était de dire, bien, est-ce qu'il faudrait recueillir un consentement préalable? Et là, il y avait des doyens, des doyennes de faculté de médecine qui étaient sortis pour dire, ben non, on va pas commencer à demander un consentement à chaque fois. Les gens vont dire non, puis là, nos pauvres étudiants ne pourront pas se pratiquer. Donc, la pratique est nécessaire. Donc, il y a eu des choses comme ça dans l'actualité où on s'est questionné à savoir dans la façon dont on rend les soins obstétricaux et gynécologiques qui ont quand même une particularité. Ouais. C'est du soin intime et c'est du soin genré, nécessairement. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont violentes? Puis le mot qui a été retenu dans la littérature, c'est violent, mais ce mot-là fait quand même débat parce que ça a le mot violence a une connotation intentionnelle. Ouais. Alors que quand on regarde les définitions, l'intention n'est pas là. On n'est pas du tout dans le geste intentionnel. Je pense pas que, sauf rares exceptions, il n'y a pas de gynéco ou d'obstétricien qui se lève le matin en se disant « Tiens donc, je serai violent aujourd'hui avec ma patientèle. » Mais reste que la façon dont le terme violence, c'est dans comment c'est reçu, comment c'est perçu par la personne qui le vit et non pas est-ce que c'était fait avec une intention de violence ou pas. Et donc, on a commencé à s'intéresser à ces questions-là. Puis moi, ce qui m'intéressait de voir, c'est est-ce que le droit peut prévenir ça? Est-ce qu'on peut aussi réparer une fois que ça a été vécu par une personne? Est-ce qu'on est capable d'avoir des mécanismes qui assurent une réparation? Déjà, de reconnaître que c'est arrivé et après de réparer s'il y a lieu. Et donc, le projet vise à documenter un peu tout ça avec des angles à la fois déontologiques, de droit civil, de droit pénal et de commissaire aux plaintes dans les établissements de santé. Puis, je voulais savoir, quels sont les professionnels de la santé qui sont plus susceptibles de commettre ce type de violence-là? Est-ce que c'est essentiellement juste des médecins gynécologues ou il peut aussi avoir des infirmiers ou d'autres professionnels de la santé qui pourraient commettre des violences obstétricales et gynécologiques? Bien, je pense que tout le monde, c'est comme dans toute chose, tout le monde est à risque de commettre ces gestes-là. C'est plus documenté pour les médecins, mais je pense que c'est une question des tâches qu'ils ont à faire, des choses qu'ils ont à dire, des décisions qu'ils doivent prendre. Je pense que ça explique pourquoi on le documente plus chez ces professionnels-là. De la façon dont ils sont formés aussi, tu sais, on regarde par exemple la formation médecin versus la formation sage-femme. On n'est pas du tout dans le même type d'éducation à une approche holistique de la personne, le temps qu'on a aussi institutionnellement parlant, le temps que la sage-femme peut passer avec sa patiente n'a rien à voir avec le temps que le médecin de famille ou l'obstétricien a dans ses suivis de grossesse, tu sais. Fait que c'est sûr que si j'ai besoin de condenser un rendez-vous en 10 minutes parce que je suis super en retard sur mon horaire versus si j'ai 1 heure pour parler avec la patiente, ça se peut que les choses sortent pas de la même façon puis que ça soit perçu comme étant plus déstabilisant, voire violent par la patiente. Donc, fait, pour revenir à la question, je pense que toute personne est susceptible de le faire de façon non intentionnelle et involontaire, mais je pense qu'il y a des facteurs systémiques d'éducation, de culture professionnelle, de façon dont les soins s'organisent qui vont faire en sorte que les médecins vont être peut-être plus susceptibles d'en faire, mais encore là, c'est pas une question de est-ce que c'est une profession qui a plus de mauvaises personnes. C'est pas du tout ça l'enjeu en arrière de ça. Là. Puis du point de vue juridique, est-ce qu'il existe déjà des lois ou des articles, comme par exemple dans le Code de déontologie des médecins, qui sanctionnent les violences gynécologiques et obstétricales? Ou est-ce que, comme c'est un sujet de recherche qui est quand même assez récent, est-ce qu'il n'y a pas de cadre légal clair pour le moment à ce sujet-là? Donc, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. C'est une bonne question. Ma réponse, ce serait qu'il n'y a pas de cadre spécifique, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cadre clair.
Parce que quand on regarde les manifestations, quand on étudie dans la littérature, qu'est-ce qui va être rapporté comme étant une violence obstétricale ou gynécologique, souvent, dans la majorité des cas, ça se ramène à... On a fait des choses sans m'informer de ce que ça impliquait, donc consentement éclairé, ou on a carrément fait quelque chose alors que j'avais dit non ou alors qu'on m'a jamais demandé mon consentement. Donc là, on est dans l'absence totale de consentement, voire faire quelque chose malgré le refus de la patiente. Puis ça, notre cadre légal, autant dans le code de déontologie des médecins, dans la loi sur la gouvernance du système de santé, dans notre code civil, le cadre légal, il est super clair sur le droit à l'intégrité, le droit à l'inviolabilité, le droit à l'autonomie, le fait qu'on est supposé de recevoir de l'information claire, précise, qu'on est supposé de donner un consentement libre et éclairé. Donc, est-ce qu'on a des choses qui sont spécifiques au contexte des VOG? Non. Mais je pense qu'on a déjà des instruments très clairs et précis qui nous permettraient de les appréhender. Après, est-ce qu'on le fait? Ça, c'est une autre question, mais le cadre est là, normalement. OK, parfait. Puis, c'est vraiment intéressant. Puis, est-ce que maintenant... Ah, désolée, je pense à une question. Donc, justement, pourriez-vous nous parler de votre intérêt personnel pour les violences obstétricales et gynécologiques? Oui, bien, c'est multifactoriel. Déjà, quand je faisais ma thèse de doctorat, ma thèse était sur le consentement éclairé aux soins et il y avait quand même une part non négligeable de la jurisprudence que j'analysais pour les fins de ma thèse qui concernait des accouchements. Et à ce moment-là, j'avais pas encore d'enfant, puis je me disais, oh mon Dieu, quel cauchemar. Visiblement, ça se passe pas toujours bien. Mais ça m'avait aussi frappé de voir à quel point ça revenait quand même souvent, les accouchements. Puis, ceci étant dit, il faut comprendre que c'est aussi parce que d'un point de vue de responsabilité des médecins, quand ça se passe mal durant un accouchement puis que le bébé subit un dommage important, ben ça veut dire des dommages financiers importants. Et donc, ça, d'un point de vue de bénéfice versus coût de poursuivre, ça peut valoir la peine dans ces circonstances-là, ce qui explique qu'on a beaucoup de jurisprudence là-dessus. Mais ça, c'est une autre question. Mais ça m'avait interpellée. Il y avait une autre thèse de doctorat qui avait été faite un peu avant la mienne, quelques années avant la mienne, qui portait vraiment sur le consentement durant l'accouchement. C'est Marlène Cadorette qui avait fait cette thèse de doctorat-là à l'Université Laval sur comment est-ce que l'aptitude de la femme qui accouche est évaluée, comment est-ce que son consentement libre est mis en œuvre, comment son consentement est éclairé. Et je trouvais ça super intéressant de voir dans cette thèse-là, qui était super utile pour mes travaux, mais de voir comment, finalement, la femme qui est en train d'accoucher devenait un peu traitée comme une enfant. Elle ne comprend pas trop ce qui se passe. Elle n'est pas vraiment en mesure de prendre des bonnes décisions pour elle ou pour le fœtus, etc. Fait que cette thèse-là m'a influencée aussi. Et l'autre chose qui m'a influencée, c'est mon propre parcours personnel. Parce que après ma thèse, j'ai essayé de tomber enceinte, ça ne fonctionnait pas et je me suis retrouvée en soins de fertilité. Et c'est la première fois que je vivais des soins gynécologiques, donc des soins de fertilité, et où je sortais du bureau du médecin, puis le mot qui me venait en tête, c'était « Hey, c'était violent, ça. » Tu sais, ce que j'ai vécu, c'était le mot qui, moi, spontanément, me venait en tête, était violent. Mais comme j'ai le bagage, à cette époque-là, j'avais déjà le bagage que j'ai, mon premier réflexe a été de me questionner, est-ce que c'est un truc réel? Est-ce que, comme violence obstétricale, violence gynécologique, est-ce que c'est des mots qui existent pour vrai? Puis mon ami Google m'a confirmé que c'était un concept qui existait pour vrai. Et à cette époque-là, le seul article que j'ai trouvé, le seul article scientifique que j'ai trouvé qui abordait la question au Québec avait été rédigé par Sylvie Lévesque et ses collègues à l'UQAM. Fait que j'ai écrit à Sylvie. J'ai dit, ça m'intéresse ce truc, mais je connais rien là-dedans. Est-ce qu'on peut se rencontrer puis s'en parler? Ça, c'était en 2018, comme fin 2018, début 2019. Puis depuis ce temps-là, on travaille sur le sujet ensemble. Fait que ça a été vraiment... C'est vraiment un concours de circonstances et des intérêts à la fois
intellectuelle, mais aussi une expérience personnelle, puis juste tomber sur les bonnes personnes au bon moment qui acceptent d'embarquer avec nous là-dedans, puis qui nous inspirent et nous poussent plus loin. Fait que c'est tout ça qui a fait en sorte que je travaille là-dessus. Est-ce que les violences gynécologiques et obstétricales, c'est un enjeu qui a surtout lieu au Québec, ou est-ce que c'est quelque chose qui est assez généralisé puis qui a lieu un peu partout dans le monde? Donc, est-ce que c'est... Je sais que c'est peut-être plus... là, il manque peut-être de documentation à ce niveau-là, mais est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment surtout lieu au Québec ou c'est vraiment partout, ailleurs dans les autres provinces, dans le monde, etc.? Oui, c'est une bonne question. C'est vraiment partout. Et le mouvement pour violence obstétricale vient beaucoup de l'humanisation des naissances et ça nous vient de l'Amérique du Sud, en fait. C'est les pays sud-américains qui ont commencé à s'intéresser à ces questions-là bien avant nous et même à mettre en place des lois sur des choses qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire durant les accouchements pour pas que ça constitue des violences obstétricales. Et de là, ben, on a commencé à en parler un peu partout. Puis je dirais que maintenant, les recherches se font vraiment partout. La particularité qu'on a, c'est qu'il y avait un article dans le journal de Lancet qui était super intéressant là-dessus parce qu'on parlait de too little, too late, donc trop peu, trop tard, ou too much, too soon, donc trop vite. Puis quand on regarde les manifestations de VOG qu'on voit, les différences entre les pays à très faible revenu versus des pays à revenus plus élevés comme le Canada, c'est vraiment ça, les extrêmes. C'est qu'on passe de on n'a pas accès aux soins de santé ou on n'y a pas accès en temps opportun et donc il y a toutes sortes de catastrophes au niveau de la naissance qui peuvent survenir, à on a surmédicalisé les naissances, on intervient beaucoup trop vite dans le processus physiologique et ça engendre toutes sortes de problèmes et de violences obstétricales. Mais dans les deux cas, c'est des violences obstétricales, mais qui vont se manifester sur un spectre qui est complètement opposé, là. Parfait. Puis, comment font-nous, en tant que communauté, mais aussi à travers je sais pas, l'action de notre gouvernement, mettre de l'avant cet enjeu-là et sur les violences gynécologiques et obstétricales et travailler à des solutions qui sont concrètes afin potentiellement d'éviter que de telles violences envers des personnes se reproduisent. Hey, je pense que quand je vais avoir trouvé la réponse parfaite à cette question-là, ma job de chercheur va être faite, je vais pouvoir prendre ma retraite. Mais tu sais, ben, déjà, socialement, je pense qu'il y a des choses qu'on peut toutes et tous faire. T'sais, par exemple, si on a une personne proche de nous qui vient d'accoucher puis qui dit « il s'est passé des choses dans mon accouchement avec lesquelles je suis vraiment pas à l'aise », ben déjà, d'écouter et de pas arriver avec des phrases toutes faites du genre « mais oui, mais t'as un beau bébé en santé. Mais oui, mais tu sais, dans le fond, vous allez bien, puis tu sais, c'est normal, t'es en postpartum, attends que ça passe, puis ça va être correct. » Donc, de pas normaliser ça, d'écouter puis de comprendre que, bien sûr, la personne est contente d'avoir un bébé en santé, mais ça n'empêche pas que le soin qu'elle a peut-être subi sans son consentement ou pour lequel elle voulait pas dire oui, mais qu'elle a fini par se sentir obligée d'accepter à force de se le faire répéter, ben, ça se peut qu'elle soit vraiment pas à l'aise avec ça, puis c'est correct. Donc, d'arrêter de normaliser et de banaliser ces gestes-là, déjà comme amie, comme sœur, comme proche, comme ça peut être déjà une bonne façon d'embarquer dans ce mouvement-là. Après, je pense que cette éducation-là doit aussi se faire auprès des professionnels de la santé. Puis je pense de plus en plus, tu sais, on est invité à en parler dans les facs de médecine, dans les programmes de gynéco-obstétrique. Fait que je pense qu'il y a de plus en plus une ouverture à déjà en entendre parler, à se questionner sur ses pratiques, à voir comment comme individu professionnel, on peut changer nos pratiques, mais aussi qu'est-ce qu'on doit changer dans nos institutions pour éviter que ça arrive, puis éviter que malgré toute notre bonne volonté, on en vienne à faire ça comme malgré nous.
Mais la solution parfaite, on ne l'a pas encore trouvée. Là. Non, Ouais. On continue de travailler là-dessus. Non, c'est ça. Puis pour l'instant, c'est sûr qu'il faut en parler davantage, tout Ouais. ça, sensibiliser le plus de personnes à cet enjeu-là. Ouais. Puis peut-être aussi au niveau de la formation des professionnels dans le domaine de la santé. Oui, puis il y a tous les billets aussi Ouais. collectifs, sociaux Ouais. qu'on a sur la mère sacrificielle qui va Mhm. nécessairement faire passer l'intérêt de son enfant avant le sien. Donc, c'est facile aussi après ça d'aller jouer sur cette carte-là, tu Mais sais, oui. sur ton bébé va mourir, ou tu sais, il faut absolument... Fait que, c'est ça, il y a beaucoup de couches à Ouais. tout ça, à défaire et à essayer de reconstruire après. Je pense qu'il y a aussi une notion un peu d'autorité parce que le médecin, c'est lui qui a les connaissances. Fait que si je pense puis je me mets dans cette situation-là, je me dirais, je ferais confiance aux professionnels de la santé, mais comme vous l'avez dit plus tôt, la formation professionnelle des médecins est beaucoup axée sur un diagnostic, sur par exemple, des approches qui sont vraiment plus dans les livres, qui sont textuelles, alors qu'on pourrait peut-être favoriser une approche plus personnalisée, plus proche de la personne, mais ça va aussi, comme vous l'avez dit plus tôt, avec notre système, parce qu'on a un système que il y a peu de médecins, beaucoup de clientes. Les médecins vont revenir d'un accouchement, il faut qu'ils en fassent un autre. Donc, les soins personnalisés, les médecins ont premièrement moins la formation, puis ils ont moins le temps aussi. Donc, c'est sûr que c'est en matière d'institution qu'il va falloir faire un changement aussi. Là, ce ne sera pas, oui, point de vue personnel et professionnel, mais surtout avec le système qu'on a présentement. Oui, tout à fait. Puis vous avez raison de soulever que la relation de pouvoir est super importante à prendre en considération parce que souvent, particulièrement pendant les accouchements, c'est qu'il se passe des choses au niveau physiologique où Puis quand on fait l'étude, là, ça fait au-dessus de 40 ou 50 femmes qu'on interroge, personnes qui ont accouché ou qui ont vécu ces soins-là. Puis souvent, ce qu'elles vont dire, c'est que je sentais pas que mon corps était prêt à ça. Mais on me disait que c'est absolument ça qu'il fallait que j'aille. Donc, puis ça, là, ça, c'est dur de faire partir après ça, ce sentiment-là de... On n'a pas écouté. On n'a pas écouté. Moi, je sentais que c'était pas ça ou c'était pas le moment, puis on m'a pas écouté. Même chose avec la perception de la douleur, tu sais, de recevoir d'avoir un soin gynécologique ou de vivre quelque chose durant un accouchement, puis de dire j'ai trop mal, j'ai extrêmement mal. Arrêtez, s'il vous plaît, puis se faire dire ben non. Si la question vous intéresse, il y a le balado de Retrievals, qui est un balado du New York Times, qui est super intéressant là-dessus parce que la saison 1, je sais qu'on en avait parlé ensemble, la saison 1 porte sur les ponctions ovariennes, donc le fait d'aller retirer les petits ovules quand on fait un processus de fécondation in vitro. Ces femmes-là, elles ont subi à froid. Donc, sans avoir d'anesthésiant et de fentanyl, qui normalement va soulager la douleur. Mais elles n'étaient pas crues quand elles disaient « j'ai super mal, je sens tout ». Puis on disait « ben non, tu as donné le médicament, c'est de l'anxiété, c'est le stress ». Et là, ils ont fait une saison 2 sur les douleurs durant les césariennes. Donc, des personnes qui vont aller en césarienne, qui ont une épidurale, mais pour qui ça ne fonctionne pas. Et qui vont dire, je sens tout. Et pour qui on va dire, ben c'est de l'anxiété ou oh mon Dieu. Hold on. Tiens, bon, on a presque fini, c'est presque terminé. Et comment est-ce qu'on prend en considération ces douleurs-là? Donc, c'est ça, de croire, quand on dit ça fait mal, ben c'est parce que ça fait mal. De le croire, de ne pas le banaliser, de ne pas essayer d'imposer des choses malgré tout ça. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses là-dedans. Ouais, moi, ça m'avait choqué, le balado, la première saison. Là, honnêtement, ça m'a fait peur. C'est vraiment, vraiment choquant. Puis on entend des témoignages. Puis honnêtement, à écouter, là, c'est vraiment un bon balado. Là. Et la saison 2 est tout aussi bonne. Il va falloir que je l'écoute. J'écoute ça ce soir. Je me questionnais sur la fréquence de telle violence. C'est une bonne question parce que ça, c'est super difficile à évaluer parce que, encore là, on en revient à des notions scientifiques, mais pour évaluer ça, ça nous prend des outils de mesure. Puis pour être capable de le mesurer, ça nous prend des définitions claires. Puis pour être capable... Bon, bref, ça fait en sorte qu'on...
c'est très variable, mais dans les pays plus développés, au CDE, ça peut aller jusqu'à 30, 40, 50% des personnes qui ont accouché, par exemple, qui vont dire il y a eu au moins un événement où il y a eu au moins une chose qui était soit non consentie ou j'ai fini par consentir, mais en fait, il y a eu de la coercition pour que je consente, etc. Fait que, c'est ça, dépendamment des études, mais les taux sont assez élevés. Ouais. Et là, là. C'est comme aussi un spectre. Oui, c'est un spectre, tout à fait. Comme vous disiez tout à l'heure, qu'il y a des violences que c'est par le fait de trop agir, puis il y a des violences, c'est justement de ne pas agir. Ouais. Exact. Et c'est subjectif aussi. Ça, veux pas, ça va varier. La perception de tout ça va varier d'une patiente à l'autre aussi. Donc, ce qui va être perçu comme étant de la violence chez une personne va être perçu comme étant tout à fait normal par une autre. Donc, c'est pour ça que c'est difficile un peu à mesurer. Oui, puis on vient à le banaliser, justement. Aussi, c'est ça. tout à fait. Pensez-vous que le droit de la santé va prendre de plus en plus de place dans les prochaines décennies? Puis, c'est quoi les nouveaux enjeux émergents qui pourraient transformer ce domaine-là? Bien, il y a... déjà, sur le plan du droit de la santé, je pense que la santé, politiquement, est un sujet qui prend beaucoup de place parce que c'est un poste de dépense important. Puis on le voit là, avec ce qui se passe politiquement au Québec. On ne sait plus comment créer un système de santé qui se tient et qui n'est pas trop énergivore en termes de dépenses publiques. Fait que c'est sûr que la santé va rester un domaine de droit très important dans les prochaines années. La population est vieillissante aussi. Donc, population vieillissante veut dire plus de besoins en matière de santé. Donc, tout ce qui est protection des personnes âgées, vulnérables, va nécessairement émerger. Puis, l'utilisation de l'intelligence artificielle à travers tout ça, par les professionnels de la santé, mais aussi par les patients qui vont arriver en disant, moi, j'ai demandé à ChatGPT, puis il m'a dit que j'ai besoin d'amoxicilline. Donc, qu'est-ce que je peux avoir, mon antibiotique, s'il vous plaît? Il va y avoir ces enjeux-là aussi. Comment est-ce qu'on encadre ça? Comment est-ce qu'on s'assure que si le médecin utilise une intelligence artificielle, un machine learning pour arriver à un diagnostic comme patient, est-ce que je comprends ce qui s'est passé? Je consens à ça comment exactement? Fait que les enjeux d'intelligence artificielle vont se poser de plus en plus. Mais après, qu'est-ce qui va relever? Là, on est vraiment dans la projection. Qu'est-ce qui va relever de la responsabilité du médecin, du fabricant, du développeur, de l'établissement qui paye pour mettre ça en application? Est-ce qu'éventuellement, l'IA va avoir sa propre personnalité juridique qui va faire en sorte qu'on va pouvoir le poursuivre? J'ai aucune idée. Ouais. Ça semble de la science-fiction, mais je pense que pour vrai, ces questions-là vont se poser je pense aussi. réellement beaucoup plus vite qu'on pense. Ouais. Prochaine recherche. À suivre. Donc, on a une dernière question pour vous, un peu plus personnelle. Donc, est-ce qu'il y a un moment ou un événement dans votre carrière qui vous a particulièrement marqué? C'est une bonne question. Ouch! Mais là, le pire, c'est que j'ai peur de ne pas répondre à la bonne affaire. D'oublier un moment. D'oublier un moment ou d'oublier une personne ou d'oublier de... que c'est une bonne question. Mais, tu sais, disons, un moment marquant pour moi dans les dernières années, ça a été la soutenance de ma thèse de doctorat, qui est un moment super... à la fois solennel, mais très challengeant parce qu'on a un jury devant nous. Moi, dans mon cas, ils étaient 5. Attends, je compte, là. Pour être sûr. 4? Oui, 4. Et ils posent des questions. Ils ont lu. C'est probablement les seules personnes au monde qui vont lire ma thèse de A à Z. Donc, ils l'ont tout lu. Ils posent des questions super précises. C'est en même temps, pourquoi tu as fait tel choix plutôt qu'un autre? Qu'est-ce qui justifie que... puis en même temps, tu as ta famille qui est là, qui... Mais dans mon cas, qui était super comme... J'ai même quelqu'un dans ma famille qui m'a dit « Je pensais pas que tu parlais de même. » Parce que veux pas, on est dans une posture très professionnelle. Fait qu'il y a vraiment une charge dans une soutenance de thèse qui a été, pour moi, super marquant. Puis
Puis c'est ça. Puis ça reste un des super beaux moments professionnels que j'ai vécu c'est ça, dans les dernières années. Mais ça commence à dater un peu, là, mais quand même. Oui, c'était marquant. Parfait. Merci beaucoup, professeur Ferron-Parère. Donc, je pense qu'on touche maintenant à la fin de ce podcast. Je crois qu'on va pouvoir dire que nous avons appris beaucoup de choses nouvelles dans le cadre de ce podcast enrichissant sur le droit de la santé. Puis, les étudiants de la Faculté de droit civil d'Ottawa bénéficieront très certainement de ce podcast. Donc, merci beaucoup pour votre temps, Maître Ferron-Parère, et pour vos réponses éclairantes. J'aimerais également remercier Photoradio. Oui, Photoradio. C'est Photoradio. Ça fait 2 fois. Je sais. De nous avoir accordé l'opportunité de collaborer avec eux, ainsi que tous nos membres de l'ADS qui se sont impliqués dans la planification de ce projet. Donc, merci à Nadine, à Florence. Et j'aimerais terminer également par une petite pensée pour Sarah, notre vice-présidente, qui n'a malheureusement pas pu participer à l'épisode d'aujourd'hui en raison de sa toux et de la perte de sa voix. Donc, on lui souhaite un très bon rétablissement. Donc, merci beaucoup à tous.